Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Journal du Soir sur Télé Liban. Le climat hivernal est à la une aujourd'hui. Les précipitations sont exceptionnelles. Des chutes de neige bloquent plusieurs routes de montagne. Pluie et orages affectent la côte et compromettent la circulation. De la montagne à la plaine, conditions difficiles et risques routiers appellent à la prudence. Au nord du pays, les températures hivernales se font sentir sur les hauteurs et les routes de montagne restent partiellement fermées en raison de l'accumulation de neige et d'arbres tombés sur les axes, rendant la circulation dangereuse pour les usagers. Les intempéries provoquent de lourds dégâts. Dans la région de Lakar, la crue du fleuve Nahr el-Kabir a inondé des terres agricoles et les habitations. Parallèlement, la neige est tombée sur les hauteurs des montagnes de Lakar, compliquant les déplacements. Les municipalités, en coordination avec la défense civile et les équipes de premiers secours, ont annoncé une mobilisation maximale. Dans les régions littorales, notamment autour de Beyrouth et de Jounieh, c'est plutôt la pluie et les orages qui dominent. Les prévisions indiquent une forte probabilité d'averse pour une grande partie de la journée, avec une atmosphère instable et des routes rendues glissantes. Sur la plaine de la Beka, les températures restent fraîches mais les précipitations sont plus modérées aujourd'hui avec des conditions de circulation généralement maintenues. Toutefois, les prévisions locales suggèrent un risque de perturbations isolées dans les zones collinaires. Le Liban a enregistré plus de 400 mm de précipitations, dépassant déjà le total de l'an dernier qui s'élevait à environ 390 mm. Le pays a connu 48 heures consécutives de pluie et de neige, une situation qualifiée d'exceptionnelle par les services météorologiques. La neige hivernale survient après une période marquée par une sécheresse persistante, mais les derniers fronts froids ont apporté un retour significatif des conditions classiques d'hiver. Les autorités routières ont appelé à la plus grande prudence, rappelant que certaines sections des routes en montagne sont fermées temporairement pour raisons de sécurité et que des opérations de dégagement restent en cours. La répression s'intensifie en Iran tandis que la pression internationale monte. Selon une ONG, le bilan des manifestations dépasse désormais les 600 morts. Dans le même temps, le président américain Donald Trump menace les partenaires de Téhéran de lourdes sanctions douanières, faisant craindre une nouvelle escalade diplomatique et économique. Il a encouragé les manifestants iraniens à poursuivre leur mouvement jusqu'à renverser, je cite, les autorités, en promettant sur son réseau Truth Social que l'aide était en route, sans plus de précision. Alors que la répression des manifestations s'aggrave, le président américain Donald Trump a annoncé que tout pays commerçant avec l'Iran serait désormais frappé de droits de douane de 25% par les États-Unis. Une mesure immédiate qui vise en premier lieu la Chine, principal partenaire commercial de Téhéran. Pour sa part, le chancelier allemand Friedrich Merz a estimé que le pouvoir en Iran vivait ces derniers jours et dernières semaines. Sur le terrain, les autorités iraniennes tentent de reprendre le contrôle de la rue. À l'appel du président Massoud Pezeshkian, des rassemblements massifs de soutien au pouvoir ont été organisés à Téhéran et dans plusieurs grandes villes. Sur la place de la Révolution, des milliers de manifestants brandissaient des drapeaux iraniens et scandaient des slogans hostiles aux États-Unis. Le guide suprême Ali Khamenei a qualifié ces rassemblements d'avertissements adressés à Washington, tandis que le président du Parlement iranien a promis une réponse inoubliable en cas d'attaque américaine. Mais dans le même temps, la répression se durcit. Selon l'ONG Iran Human Rights, 648 manifestants ont été tués depuis le début du mouvement le 28 décembre et près de 10 000 personnes arrêtées. Des images authentifiées montrent des corps devant des morgues, tandis que les hôpitaux seraient débordés selon le Centre pour les droits de l'homme en Iran. La coupure d'Internet imposée le 8 janvier dure toujours selon l'ONG de surveillance de la cybersécurité NetBlocks. À l'international, les réactions se multiplient.
La France, par la voix du président Emmanuel Macron, dénonce une violence d'État aveugle. Londres condamne une répression horrible et l'Union européenne évoque de nouvelles sanctions. A l'inverse, Moscou dénonce des tentatives d'ingérence extérieure. Malgré les menaces militaires américaines, le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, affirme que l'Iran ne cherche pas la guerre tout en se disant prêt. Entre répression interne, sanctions économiques et tensions internationales, l'Iran s'enfonce dans l'une des crises les plus graves de son histoire récente. À Gaza, une crise environnementale s'ajoute à la crise humanitaire. À Gazaville, des tonnes de déchets s'accumulent à proximité des camps de déplacés, faute d'accès à la principale décharge. Les autorités locales alertent sur un risque humanitaire majeur, parlant d'une véritable bombe à retardement. Des camions déversent leur cargaison d'ordures l'un après l'autre. Au cœur de Gazaville, une décharge improvisée déborde, encerclée par des habitations précaires et un camp de personnes déplacées. Des montagnes de déchets ménagers s'accumulent, faute de solutions alternatives. La décharge principale de la ville se trouve au-delà de la ligne jaune, une zone devenue inaccessible dans le contexte actuel du conflit. Résultat, les ordures s'entassent à ciel ouvert, s'infiltrent dans les zones de vie et dégagent des odeurs pestilentielles. Mouches, rongeurs et eaux stagnantes favorisent la propagation des maladies. Ces déchets sont devenus une véritable bombe à retardement pour la population, alerte un porte-parole de la municipalité de Gaza. Selon lui, le risque d'épidémie est désormais rapide et généralisé. Dans une ville déjà fragilisée par le manque d'eau potable, d'électricité et de services de base. À quelques mètres de la décharge, des familles déplacées vivent sous des tentes de fortune. Elles n'ont pas d'autre choix que de cohabiter avec les déchets, exposant enfants et personnes âgées à de graves dangers sanitaires. Les autorités locales affirment manquer de moyens pour évacuer les ordures ou accéder aux sites de traitement habituels. Elles appellent à une intervention urgente afin d'éviter une catastrophe sanitaire dans un territoire déjà confronté à une situation humanitaire critique. À Gazaville, la gestion des déchets est devenue un enjeu vital, car au-delà des destructions visibles, ce sont aussi les menaces invisibles, sanitaires et environnementales, qui pèsent chaque jour sur la population. La colère agricole s'invite à nouveau au cœur de Paris. Des centaines de tracteurs ont de nouveau convergé vers Paris pour réclamer des mesures immédiates face à la crise du secteur. En ligne de mire, l'accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur, jugé menaçant pour l'agriculture européenne. À quelques jours de la signature de cet accord au Paraguay, les agriculteurs parlent désormais de révolte paysanne. Dès l'aube, environ 350 engins agricoles ont pénétré dans Paris. Klaxon en alerte, à l'appel du principal syndicat agricole, la FNSEA, et des jeunes agriculteurs. Une mobilisation autorisée par la préfecture, installée à proximité immédiate de l'Assemblée nationale. Écoutez, c'est le seul moyen qu'on ait trouvé à l'heure actuelle, puisque personne ne nous écoute. Ou en tout cas, tout le monde dit nous écouter, mais dans les faits, il n'y a rien qui se passe. Donc ça fait, il y a un an, j'avais bloqué l'autoroute A1 il y a un an. Il y a un an, on a exactement les mêmes revendications, il n'y a rien qui a changé. Si ce n'est que le Mercosur va être signé lundi, c'est le seul truc qui a changé. Parce que, vous voyez, là, on est équipé, on a de la nourriture, on a les duvets. S'il faut, on est prêt à rester plusieurs jours. Là, on défile en effet dans Paris pour montrer un petit peu qu'on est là, mais on va aller stationner un petit peu plus loin et on va aller marquer nos revendications et notamment auprès de nos députés. Aujourd'hui, on est venu dire une fois de plus qu'on est en train de crever et qu'il faut que les politiques nous entendent. On est en train de crever sur nos exploitations, ça fait 3 ans qu'on n'a pas de revenus, que les revenus sont dans le négatif et aujourd'hui on n'a pas de vision, on ne sait pas comment on doit orienter nos exploitations, comment les adapter, voilà, qu'est-ce qu'on veut de notre agriculture. Depuis début septembre, la colère du monde agricole s'exprime sans relâche. Les annonces gouvernementales faites vendredi dernier n'ont pas convaincu. Les agriculteurs réclament désormais des actes immédiats d'un gouvernement qu'ils jugent incapable de répondre à l'ampleur de la crise agricole. Le mouvement, amorcé en décembre autour de la gestion d'une crise sanitaire touchant le cheptel bovin, s'est progressivement élargi aux coûts de production,
à la souveraineté alimentaire et au commerce international. La contestation est aussi nourrie par la perspective de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, dont la signature est prévue samedi. Pour ses détracteurs, ce traité risque d'ouvrir le marché européen à des produits importés moins chers, ne respectant pas toujours les normes sanitaires et environnementales imposées aux agriculteurs européens. À cela s'ajoutent les aléas climatiques, la pression économique et les normes jugées trop contraignantes. Selon une source proche du dossier, le Premier ministre Sébastien Lecornu a choisi de laisser les manifestants stationner toute la journée aux abords de l'Assemblée, misant sur l'apaisement et le dialogue. Le gouvernement a annoncé un plan de 300 millions d'euros conditionné au vote du budget, ainsi qu'un assouplissement des règles sur l'abattage du loup et l'irrigation, insuffisant selon les syndicats. Certains agriculteurs se disent prêts à durer. Ailleurs en France, barrages filtrants et contrôles de marchandises se multiplient, notamment dans les ports et sur les grands axes. À Paris comme en région, la mobilisation agricole entre dans une nouvelle phase, plus déterminée que jamais. Alors que la ratification de l'accord UE-Mercosur doit encore être débattue au Parlement européen, la contestation dépasse déjà les frontières françaises, avec des actions similaires en Italie, en Pologne et en Irlande. Toujours en France, un rendez-vous judiciaire décisif pour l'extrême droite française. Le procès en appel de Marine Le Pen et du Rassemblement national s'ouvre aujourd'hui à Paris. En jeu, son éligibilité à la présidentielle de 2027 et plus largement son avenir politique. À Paris, l'heure de vérité approche pour Marine Le Pen. Le procès en appel de la chef de file du Rassemblement national et de 11 autres prévenus s'ouvre au palais de justice. Une audience très attendue, prévue jusqu'au 11 février, avant un verdict espéré à l'été. Condamnée en première instance en mars 2025 pour détournement de fonds publics, Marine Le Pen avait écopé de 4 ans de prison, dont 2 fermes sous bracelet électronique, 100 000 € d'amende et surtout 5 ans d'inéligibilité immédiate compromettant sa candidature à la présidentielle de 2027. Les juges avaient retenu l'existence d'un système mis en place entre 2004 et 2016. Des assistants parlementaires européens rémunérés par Bruxelles auraient en réalité travaillé pour le parti. Le préjudice est estimé à 3,2 millions d'euros. Plusieurs figures du RN, dont Louis Alliot ou Julien Houdoul, comparaissent de nouveau. Marine Le Pen, elle, se dit déterminée à convaincre la Cour de son innocence, même si la défense pourrait désormais s'appuyer davantage sur l'absence d'intention frauduleuse. J'espère pouvoir être entendu par la Cour d'appel. En arrière-plan, une autre réalité politique s'impose. La montée en puissance de Jordan Bardella, désormais perçu par une partie de l'opinion comme le candidat le plus crédible du RN. Pour Marine Le Pen, l'enjeu est clair. La décision de la Cour d'appel conditionnera seule sa capacité à briguer l'Élysée. Une bataille judiciaire aux lourdes conséquences politiques. En Corée du Nord, un remaniement discret mais lourd de sens. Selon Séoul, Kim Jong-un a remplacé plusieurs responsables de sa sécurité personnelle, un possible signe de crainte accrue pour sa sécurité, dans un contexte de tensions internationales et d'incertitude sur la succession à la tête du régime. Un changement qui intrigue les observateurs. Selon les autorités sud-coréennes, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a récemment remanié sa sécurité rapprochée en remplaçant 3 hauts responsables chargés de sa protection personnelle. D'après le ministère de l'Unification sud-coréen, ces changements concernent 3 agences clés d'État. Les nouveaux responsables ont été repérés pour la première fois lors d'un défilé militaire en octobre dernier. Parmi les postes concernés figure notamment le commandement des gardes du corps du dirigeant, chargé de le protéger contre des menaces modernes, notamment les drones et les tentatives d'attaque à distance. Pour certains analystes, ce remaniement pourrait être lié à l'implication accrue de Pyongyang sur la scène internationale. La Corée du Nord a récemment apporté un soutien militaire à Moscou dans le cadre de la guerre en Ukraine, attirant une attention mondiale renforcée. Selon les analystes, Kim Jong-un aurait pu craindre une tentative d'assassinat, notamment en représailles à ce déploiement. Le renseignement sud-coréen affirme d'ailleurs que le régime a renforcé ses dispositifs de brouillage de communication et de détection de drones. Ces ajustements interviennent également dans un climat d'incertitude autour de la succession du dirigeant. En 2025, Kim Jong-un est apparu à plusieurs reprises en public avec sa fille Kim Joo-hae, alimentant les spéculations sur son rôle futur. Enfin, selon les spécialistes, la récente capture par les États-Unis de l'ancien président vénézuélien Nicolás Maduro aurait renforcé les inquiétudes du régime nord-coréen
qui accuse depuis longtemps Washington de vouloir provoquer un changement de régime. Dans ce contexte de tension et de méfiance, le renforcement de la sécurité de Kim Jong-un apparaît comme un signal supplémentaire de nervosité au sommet de l'État nord-coréen. Les marchés pétroliers restent sous tension. Les cours du brut progressent légèrement, portés par les incertitudes géopolitiques en Iran et les ambitions américaines au Venezuela, deux pays clés de la production mondiale. Les cours du pétrole avancent avec prudence. Le baril de Brent a gagné près de 1%, autour de 64 $, tandis que le pétrole américain, le WTI, s'est hissé à près de 60 $. Les opérateurs surveillent de près la situation en Iran. Le pays produit plus de 3 millions de barils par jour, mais les tensions politiques inquiètent. Donald Trump a de nouveau menacé d'une intervention militaire si la dépression des manifestations se poursuit, alors qu'une ONG évoque plus de 600 morts. Une grève a également été déclenchée dans 2 raffineries iraniennes, renforçant la nervosité des marchés. Pourtant, les prix ne flambent pas. Selon les analystes, les investisseurs estiment peu probable une action militaire américaine qui perturberait le détroit d'Ormuz, passage stratégique du pétrole mondial. Le scénario privilégié reste celui d'une répression interne, sans impact immédiat sur l'approvisionnement. En parallèle, les regards se tournent vers le Venezuela. Plus d'une semaine après la capture de Nicolás Maduro, Donald Trump affirme vouloir relancer l'exploitation pétrolière du pays et appelle les majors à investir massivement. Mais les géants du secteur restent prudents. ExxonMobil juge toute implantation impossible sans réforme profonde, tandis que les experts rappellent qu'augmenter la production vénézuélienne prendrait plusieurs années. Entre risques géopolitiques et incertitudes industrielles, le marché pétrolier avance donc à pas mesurés, suspendu aux décisions politiques autant qu'aux réalités du terrain. Aux Philippines, l'un des pays parmi les plus exposés au monde aux catastrophes naturelles, la prévention passe aussi par le jeu. À Manille, des adolescents apprennent à réagir face aux typhons, aux séismes ou aux inondations grâce à un jeu de société éducatif. Une initiative originale pour mieux se préparer à des catastrophes de plus en plus fréquentes et parfois meurtrières. Dans une bibliothèque de Manille, un dé roule sur un plateau de jeu. Il s'arrête sur la trajectoire d'un puissant typhon. Autour de la table, des adolescents s'animent, échangent des consignes et tentent de surmonter la catastrophe fictive. Le jeu s'appelle Master of Disaster. Son objectif, renforcer la préparation des populations dans un pays classé comme le plus exposé aux catastrophes naturelles au monde depuis 14 ans. Le jeu met en scène des catastrophes que nous avons vraiment vécues, explique Angelina Agassen, 17 ans, originaire de Valenzuela, au nord de la capitale, régulièrement touchée par les inondations. Située sur la ceinture de feu du Pacifique, les Philippines subissent des séismes fréquents et près de 20 typhons par an. Pourtant, selon une étude de 2024, moins de la moitié des Philippins ont déjà participé à un exercice de simulation ou disposent d'une trousse de secours. Le jeu a été conçu par l'organisation Assist après le passage du super typhon Haiyan en 2013. Mis à jour cette année, il intègre désormais des événements aggravés par le changement climatique, glissement de terrain, sécheresse ou vagues de chaleur. Les joueurs avancent de case en case, répondent à des questions ou exécutent des gestes de survie. En cas d'échec, un autre joueur peut intervenir et devenir un héros. Selon les autorités, les catastrophes climatiques ont causé plus de 27 000 morts et 35 milliards de dollars de pertes économiques en 20 ans, un bilan qui ne cesse de s'aggraver. Plus de 10 000 exemplaires du jeu ont déjà été distribués dans l'archipel. Les pouvoirs publics évaluent désormais l'opportunité d'un déploiement en grande échelle. Pour les développeurs, l'enjeu est clair, toucher en priorité les communautés les plus vulnérables. Car face à des catastrophes toujours plus violentes, la prévention peut aussi commencer autour d'une table de jeu. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de votre fidélité. Excellente fin de soirée et à très bientôt.